dans les cancers en général et dans les cancers gynécologiques en particulier, le cancer du col a une place très particulière. La première, c'est que sa répartition géographique dans le monde n'est pas homogène. Vous avez beaucoup plus de cancers dans les pays en voie de développement et beaucoup moins dans les pays développés. Et ça, c'est un problème majeur pour les femmes parce que là où il y a beaucoup de cancers, il y a finalement beaucoup moins de moyens pour les traiter et on les découvre généralement tardivement. Donc ce qui fait une inégalité absolument majeure entre les femmes des différents pays ou des différents continents face d'abord au risque de survenue de cette maladie et deuxièmement face à leurs chances de guérison, de rémission une fois le diagnostic porté. D'où là encore l'intérêt de la vaccination pour rééquilibrer ou pallier à des moyens de dépistage, de diagnostic et de traitement qui sont insuffisants. La deuxième chose, c'est que par rapport à beaucoup d'autres cancers, on connaît parfaitement la cause. On l'a dit, c'est l'HPV pour la quasi-totalité des cancers du col. Deuxièmement, on a un dépistage qui est efficace. Et troisièmement, on a aujourd'hui une vaccination qui peut être proposée, qui est également très efficace. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les 3500 cas de cancer que l'on voit survenir en France tous les ans sont en fait un échec de nos stratégies de santé. Ces patientes auraient dû avoir un dépistage, même si elles ne sont pas forcément soumises, ou auraient dû bénéficier d'une vaccination, et malheureusement, on diagnostique une maladie invasive qui va nécessiter des traitements. Alors, les traitements, justement, les choses sont très schématiques en fait pour le cancer du col. On va distinguer les stades précoces, c'est-à-dire là où la maladie est limitée ou quasiment limitée au col de l'utérus, et les stades qu'on va appeler avancés, où la maladie s'est malheureusement étendue au-delà du col, c'est-à-dire soit vers le vagin de façon assez importante, soit sur des tissus qui sont à côté du col qu'on appelle les paramètres, soit vers des ganglions, etc. etc. Il est évident que les cas précoces sont les plus simples à traiter et le traitement aujourd'hui repose essentiellement sur la chirurgie avec une intervention qu'on appelle hystérectomie élargie ou hystérectomie radicale selon les gens. Pour une partie de ces stades précoces, on a également développé depuis une trentaine d'années maintenant des traitements conservateurs, c'est-à-dire que l'on peut traiter le cancer en préservant le vagin, l'utérus, les ovaires, de façon à permettre l'obtention de grossesse et de naissance vivante. Mais malheureusement, il faut bien avoir conscience que ces traitements conservateurs ne peuvent pas être proposés à toutes les femmes, même ayant un cancer précoce. Il y a des critères de sélection qui sont drastiques si on ne veut pas prendre de risques sur le plan du pronostic ultérieur. Ces interventions chirurgicales ne font pas qu'enlever le col de l'utérus et le corps, ils enlèvent également les ganglions et on y reviendra parce que c'est un élément important dans leur morbidité et dans leur suite. Et puis assez régulièrement on utilisera des méthodes de radiothérapie ou de curithérapie en association à la chirurgie, soit avant l'intervention, soit après l'intervention en fonction des facteurs de risque qui sont diagnostiqués sur les pièces opératoires. Donc ces stades précoces ont pour la plupart un pronostic aujourd'hui qui est bon. C'est important parce qu'on a affaire à des femmes jeunes, elles sont généralement âgées d'une quarantaine d'années, et donc il va falloir qu'on leur préserve à la fois leur vie, mais également leur qualité de vie, on va y revenir tout à l'heure, ça reste un objet de préoccupation extrêmement important. Pour les stades dits avancés, c'est-à-dire quand le cancer s'est étendu en dehors du col de l'utérus, il y a un traitement qui est universel, en tout cas pour les pays les plus développés, c'est ce qu'on appelle la radiochimiothérapie concomitante, c'est-à-dire qu'on fait de la radiothérapie avec des petites doses de chimiothérapie données une fois par semaine, et le traitement se termine par une curithérapie. Ce traitement est efficace dans un grand nombre de cas, malheureusement pas toujours. Il reste encore des progrès à faire pour ces patientes. Actuellement, il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur l'immunothérapie. Il y a des essais cliniques qui sont en cours. Il est trop tôt pour pouvoir affirmer des choses aujourd'hui. Donc l'avenir nous dira demain si ce traitement doit évoluer ou pas.
je vous disais, ce cancer a des conséquences extrêmement graves parce que là aussi, donc l'âge de survenue est quand même généralement relativement précoce. Cela veut dire que vous aurez régulièrement des patientes avec un désir de préservation de fertilité, ce qui est envisageable pour les stades précoces si elles répondent à un certain nombre de critères, mais malheureusement pas toujours. La deuxième chose, comme je l'ai dit, ce traitement est généralement efficace pour les stades précoces, mais ce traitement va être morbide. Parce que d'une part, il nécessite une hystérectomie, donc on a vu les conséquences pour la fertilité. Deuxièmement, il y a des séquelles fonctionnelles qui sont connues avec ce type d'intervention depuis longtemps, en particulier sur la vessie. Ce ne sont pas des incontinences, mais à l'inverse, des difficultés à vider la vessie. Des problèmes digestifs, un type de constipation qui sont du même ordre que ceux de la vessie. Et également des troubles sexuels liés à un raccourcissement du vagin ou liés à des associations avec de la radiothérapie. Et puis une dernière complication qui est dramatique, ce sont les œdèmes des membres inférieurs. On peut faire une analogie directe avec ce qui se voyait auparavant dans les interventions pour cancer du sein. Je vous rappelais qu'il y a 30 ou 40 ans, on enlevait 20, 30, 40 ganglions dans les selles, on faisait de la radiothérapie et les femmes avaient quasiment systématiquement ce qu'on appelait un gros bras, c'est-à-dire un lymphœdème, qui est une pathologie à la fois invalidante et extrêmement douloureuse. Et le problème de ces pathologies, c'est qu'on les a à vie. C'est-à-dire qu'une fois que le problème est survenu, il est très très difficile, il est impossible de pouvoir le guérir, revenir à un état antérieur normal. Pour les stades avancés, on a vu que le traitement est efficace, mais c'est un traitement lourd, radiochimiothérapie et curithérapie. Donc là aussi, la sanction pour les femmes et pour les patientes est extrêmement grave. Et puis la dernière chose, c'est que, comme Joseph l'a très bien rappelé, le cancer du col utérin devient une maladie rare avec environ 3000 cas par an en France. Et donc, comme pour les autres maladies rares ou pour les cancers complexes, cela devrait être une pathologie traitée de préférence dans des centres spécialisés. Alors, il y a aussi des choses positives dans ce tableau. Depuis 20 ans, on a fait beaucoup de progrès. D'une part, la radicalité de la chirurgie, c'est-à-dire la quantité de tissu enlevé au cours d'intervention, a beaucoup diminué, à pronostic équivalent, à pronostic conservé. Donc ça veut dire que la morbidité des interventions est devenue moins fréquente. On fait moins d'associations radiochirurgicales. C'était un dogme il y a un peu plus de 20 ans où on faisait systématiquement une association de curithérapie et de chirurgie, par exemple. C'est devenu beaucoup plus rare. On sait que ces associations sont généralement assez délétères en termes de risque de complications. On a su développer, comme je vous l'ai dit, des traitements de fertilité, en tout cas si les critères d'inclusion sont respectés. On a développé depuis quelques années des techniques de préservation nerveuse au moment de l'hystérectomie qui permettent d'éviter un certain nombre de complications, notamment sur la vessie. On avait développé des techniques de chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire célioscopie ou chirurgie robot-assistée, qui nous paraissaient extrêmement séduisantes. Malheureusement, un essai publié il y a 2 ans a montré qu'en fait le pronostic était a priori meilleur quand les interventions étaient faites par laparotomie, c'est-à-dire avec une ouverture classique du ventre. Les débats ne sont pas terminés sur le sujet, mais la laparotomie est quand même devenue, dans la plupart des pays, pour la plupart des équipes, aujourd'hui une voie d'abord de référence, en tout cas pour la majorité des cas qui nécessitent une intervention chirurgicale. Et puis enfin, à la place des curages ganglionnaires dont on a vu et dont on va revoir le risque de complications, la technique du ganglion sentinelle se développe. Elle n'est pas encore validée, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une technique utilisée en routine, mais c'est prometteur d'espoir à la fois sur la réduction du risque de lymphœdème et de complications au niveau des jambes, et également surtout probablement de toutes les informations biologiques que l'on pourra tirer de ces ganglions. Il reste encore beaucoup à faire parce que si l'on compare pour les cancers de la femme en particulier, la connaissance biologique qu'on a de cette tumeur, on est très très en retard par rapport aux autres cancers. On va prendre quelques exemples. Dans le cancer du sein, on sait très bien que ce mot-là aujourd'hui ne veut plus rien dire. Vous avez des cancers qui ont un faible taux de prolifération, qui ont beaucoup de récepteurs hormonaux, qui ont un bien meilleur pronostic que des cancers sans récepteurs hormonaux avec un index de prolifération très élevé. Les traitements vont être différents, ce sont des maladies qui sont biologiquement différentes. On sait faire la différence et on sait les traiter différemment, c'est ce qu'on appelle la personnalisation des traitements.
C'est la même chose aujourd'hui pour le cancer de l'endomètre. Il n'y a pas un cancer de l'utérus, il y a plusieurs, quatre grands types en fait, cancer du corps de l'utérus. Et on sait que certains semblent tirer bénéfice de la chimiothérapie et que d'autres, au contraire, ne nécessitent qu'un traitement chirurgical. Donc là aussi, on a beaucoup progressé récemment. L'autre exemple, c'est le cancer de l'ovaire, où on a pu mettre en évidence depuis une quinzaine d'années l'importance des mutations des gènes BRCA et de quelques autres gènes similaires, ou mettre en évidence l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome HRD, qui donne accès à des médicaments spécifiques, les inhibiteurs de PARP, qui modifient de façon majeure le pronostic de ces patients. Dans le cancer du col, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part savoir que ce cancer est lié à l'HPV et d'avoir identifié quelques mutations qui pourraient avoir un moins bon pronostic, on ne sait pas identifier des groupes biologiques de risque et surtout leur attribuer un traitement spécifique. Donc il reste une grosse part de recherche clinique et de recherche translationnelle à faire sur ces maladies. Donc en conclusion, le cancer du col utérin, aujourd'hui en France, je vous ai dit, peut être considéré comme une situation d'échec, en tout cas pour les médecins. C'est une maladie rare, donc cela devrait relever de centres spécialisés. Cela reste une maladie grave par les traitements nécessaires, à la fois par leur agressivité chirurgicale et leur risque de complications, ainsi que par le pronostic de certaines formes. Donc, sa prévention est capitale. L'idéal serait de parler du cancer du col au passé. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire sur l'information, et c'est pour ça que nous parlons d'HPV de cancer du col ce soir. Sur la vaccination, le taux de couverture vaccinale français est dramatiquement bas, et également sur la persistance et l'organisation du dépistage. Alors, la curithérapie, c'est une des techniques de radiothérapie. Ça consiste à appliquer directement au niveau de la tumeur ou au niveau du col ou du vagin une source radioactive qui va être efficace sur un volume extrêmement restreint. L'intérêt, c'est qu'on peut appliquer la source radioactive directement au niveau de la tumeur, par exemple, sans avoir à traverser la peau et les autres organes. Donc c'est à la fois très efficace, c'est plutôt bien toléré, mais malheureusement ce n'est pas utilisable pour toutes les formes de cancer. Donc là aussi ça répond à des indications qui sont bien précises.